C'est maintenant le moment de jouer à Qui se marie où? Parce que je ne sais pas si vous savez, si vous lisez les rubriques à potins du Canadien, mais il y a 3 joueurs du Canadien qui vont se marier cet été. Et ils vont se marier dans 3 destinations différentes. Alors, je vous demande, messieurs, d'associer le futur marié et sa future destination maritale. C'est quoi l'adjectif? J'ai pensé chercher, mais je me suis dit, pourquoi je ferais ça? Nuptial? Nuptial? Nuptial, oui. Alors, les 3 joueurs du Canadien qui vont se marier cet été, il y a Josh Anderson, il y a Brendan Gallagher et il y a Jake Evans. D'ailleurs, on les félicite. Marital, ça marche. Marital, ça marche. Okay. Mm-hmm. Et les 3 destinations où auront lieu ces mariages, vous avez le Québec, l'Irlande et l'Italie. Alors, messieurs, je vous demande d'associer le futur marié et la destination maritale. Gallagher, Québec. Okay, oui, parce que sa blonde est québécoise. Canada, Québec. Anderson puis Evans, puis là, c'est Irlande et Italie. Ouais. Anderson, Italie. Anderson, Italie. Evans, Irlande. Et c'est 3 sur 3! Bravo, les gars! Je savais pas où. Je savais que les gars se mariaient, mais je savais pas Ils où. savaient pas qu'on était invités. Ouais. On a un calendrier chargé cet été. Vous êtes invités, vous autres. Avez-vous fait ça, des mariages à l'étranger? Jamais. Jamais? Non. Ben, la Beauce, ça Sortez un peu. compte-tu? Ou... Non, je sais pas. Est-ce qu'il faut payer un droit d'entrée touristique pour aller en Beauce, comme ce sera le cas aux îles de la Madeleine? Oui, mais ça va, ça. Mais non, en Beauce. À l'époque, Ça quand aurait tu comprends. compté. Ça aurait compté. S'il y avait un frais d'entrée, ça aurait compté. 20 piastres. Ouais. Hey, j'y pense, moi, parce que j'ai... moi, ma blonde a étudié dans un programme international. Elle avait des amis... Elle avait beaucoup d'amis originaires du Mexique. J'ai genre fait 2 mariages au Mexique. On s'amuse pas un peu. Mais je viens d'avoir un flash. Un mariage en France aussi. À Douarnenez. Ben oui, c'est vrai. En Bretagne. Douarnenez. Où j'ai mangé un Big Mac chaud à Douarnenez. J'étais là pour essayer la bière au McDo, évidemment. Puis j'ai eu droit à un Big Mac chaud. C'était comme, c'est bien meilleur. Qu'un Big Mac tiède. Tiédasse froid Ouais. d'il y a quelques années au Québec. Bon, mais voilà, c'est ça. Je veux juste me vanter. Quand même 3 mariages à l'étranger. Ben oui. Ouais. Mais enfin... Mais si toi, tu te maries, vas-tu le faire à l'étranger? Je vois pas pourquoi je ferais ça. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Aujourd'hui, on s'excite à Toronto. Il me semble que je l'ai déjà... mais on s'excite, ça peut vouloir dire plein d'affaires. Parce qu'on était bien excités. Enfin, on va entrer dans le détail, mais on s'excite à Toronto. Est-ce que la rédemption canadienne viendra de l'Ouest? Et il n'y a pas que le Canadien qui recycle ses entraîneurs. C'est tellement hockey. Épisode 316. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, Monsieur Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et votre journaliste affecté aux affaires du Canadien, enfin, et de la LNH. Là, parce qu'on se parle pas. Hein, les gens pensent qu'on est des amis, mais c'est rien de ça qui est... Tu t'en vas-tu? Tu t'en vas? T'en vas-tu? Je quitte pour Comme dirait Michel Boujna. Où ça? À Toronto. Toronto. Donc, tu vas aller mesurer le degré... d'excitation, comme tu le dis si bien, pour les matchs 3 et 4. OK. Donc, oui, Martin. Je sais pas, Martin, tu fais une moue? Ils ont l'excitasomètre assez sensible à Toronto. C'est parce qu'ils n'ont pas été gâtés, là. Oui. C'est pas, mais enfin. Ils sont à Je fleur pense de que peau. même pas gâtés, ils ont... Alors, notre journaliste affecté aux affaires de la LNH et du Toronto, Il y a des Maple Leafs. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Allô, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Coupe Stanley 2024. Choc des titans. Rira bien qui rira le dernier. Qui ira jusqu'au bout du sacrifice. Volonté ultime 2024. Adversité. Douleur. Barbe. Coupe Stanley 2024. Bon, je tiens à dire que je suis une victime. Dans C'est tout tellement ça. niaiseux, mais ça me fait vraiment rire. Oui, c'est très bon. On fait enregistrer des affaires. Mais bravo, Jack! C'est tout un travail d'orfèvre au duo. OK, on commence avec ça. Toronto. Toronto. Je ne sais pas si on va dire Toronto longtemps ce printemps-ci, peut-être. Enfin. C'est un classique d'entrée de jeu contre Boston. Sauf qu'hier, les Maple Leafs qui ont
ramener ça 1-1, un partout à égalité. Cela dit, et on en a parlé avec Marc-Antoine vendredi, c'est vraiment... C'est toujours bon, hein, les conversations qu'on a avec Marc-Antoine. Ouais, c'est meilleur, en fait. Moi, je les écoute. C'est solide. C'est vraiment solide. C'est pas évident de... Comment dire, détourner le regard de la machine offensive que les Maple Leafs représentent, même quand... Là, Nylander n'était pas là hier non plus. Non, hein, non. En plus, même quand Nylander n'est pas là. Alors là-dessus, messieurs, Ouais, discutez. ça pourrait être 2-0 Maple Leafs. On a eu des discussions très tôt dans la saison, Alex et moi, sur le Maple Leafs Bruins. C'est comme si ça avait été prédestiné. C'est ça, le premier match, les Bruins l'ont emporté 5-1, mais ça a été un drôle de concours de circonstances. Le match a débuté, poussée offensive des Maple Leafs. C'est Swayman qui fait 2 très gros arrêts pour débuter le match. Puis la première chance de marquer que les Bruins ont eu, ils ont marqué. Pif. Et Samsonov a eu de la misère un peu à fermer la porte, mais ce match-là s'est terminé 5-1. C'était 4-0 pour les Bruins en deuxième période, après 2 périodes. Et les chances de marquer, j'ai noté ça, c'est ça, après 2 périodes, c'était 14-8 en faveur de Toronto. Là. Donc, Toronto bourdonnait, avait des chances. Pastrnak et Marchand n'avaient pas été visibles dans ce match-là. Et malgré la défaite de 5-1, je me disais, après ce match-là, si les Maple Leafs sont capables de garder cette trame de fond, cette tendance, d'établir une tendance lourde où Pastrnak ne sera pas trop visible et que ce seront les gars de 2e, 3e, 4e trio qui vont devoir marquer les buts et qu'ils ont le double de chances de marquer à chaque fois, ça va être très difficile pour les Bruins. Et dans le deuxième match, c'est ça qui est arrivé. Le 14-7 pour Toronto, encore dans les chances de marquer. Ça a été très serré, mais on voit Tavares et Matthews ont des chances de marquer. Tir au filet, 11 chances de marquer pour Tavares et Matthews. Puis Brad Marchand et Pastrnak, dans les 2 premiers matchs ensemble, ont une chance de marquer. Si les Maple Leafs sont capables de tenir ça, j'aime pas la façon que les Maple Leafs jouent. Ils sont indisciplinés. J'aime pas voir Austin Matthews jouer avec Max Domi puis avec Bertuzzi. Nylander n'est pas là, mais s'ils sont capables de garder cette tendance-là, je vois mal comment les Bruins vont pouvoir résister à cette tendance-là. Puis ils sont passés pas loin de la catastrophe quand même, là, parce qu'on était en fin de deuxième période, puis les Bruins avaient l'avance, même si les Leafs avaient, au deuxième match, j'entends, 1-0 dans la série, 2-1 dans le match, même si les Leafs avaient plus de chances de marquer. Et ce, depuis le début de la série, là, parce qu'à 5 contre 5, je ne sais pas à quel calcul tu en es arrivé, mais à 5 contre 5 au premier match, c'est 15-6 pour les Leafs, selon Natural Stat Trick. Puis c'est un peu aussi le test de l'œil corrobore la même chose. Alors, on n'était pas si loin d'une catastrophe quand même, parce que je suis pas sûr qu'on peut tant que ça se remettre d'un déficit de 0-2 contre les Bruins. Ça aurait été difficile, surtout que tu débarques à Toronto. Le cirque médiatique est très présent, très intense, particulièrement l'absence de William Nylander. Tu sais, cette histoire-là est en train de prendre une place démesurée. Sheldon Keefe veut rien dire. On est dans le plus grand des secrets. C'est le début des séries éliminatoires. Nylander a joué tous les matchs de saison régulière. Semble pas s'être blessé au dernier match ni rien. Il se serait levé jeudi matin après le périple en Floride des Leafs pour conclure la saison avec des douleurs. Et puis depuis ce temps-là, on n'en sait pas plus, pas capable de jouer ni dans le premier match, ni dans le deuxième. Alors imaginez, vous débarquez à Toronto, c'est 2-0, il y a tout... ce flou, ce secret. ce mystère, ce complot. Exactement, cette aura mystérieuse qui nimbe William Nylander. Eh bien, bref, ça aurait été compliqué. Je fais des blagues un peu, William, mais... c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est l'aura qui nimbe. C'est toujours un de leurs meilleurs joueurs absolument. en série. En série, ça a été... J'avais fait le décompte, je pense, l'année dernière, là, quand les Leafs font face dans les matchs où ils font face à l'élimination, et c'était de loin le meilleur pointeur des 4 fantastiques, des 4 gros. Je pense que je les appelais de même, hein? Ça se peut-tu? Les 4 gros. En tout cas, bref. Et il n'est pas là. Donc, ils sont passés à peu près à 20 minutes d'éviter une catastrophe. Grâce à Tavares, grâce à Matthews, qui a connu un fort match, pas nécessairement avec les alliés les plus talentueux, quoique quand même. Là, Domi très indiscipliné depuis le début de la série.
Mais une parenthèse sur Domi, de ce que... Enfin, je sais pas, de ce que j'ai vu, je me suis dit, je sais pas, il y a quelque chose là de naturel, peut-être. Je sais pas... Le fils Domi avec à Toronto en série, je sais pas, il y a quelque chose. Fout le bordel c'est plus une intuition là, qu'une analyse. Ça marche. Le mariage est heureux. J'ai pas trouvé, c'est ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, là, parce que dans le premier match, il était complètement indiscipliné, puis c'était assez clair qu'on allait devoir tirer sur la laisse un peu, mais c'est à Matthews, en l'absence de Nylander particulièrement, Marner et Tavares qui ont eu moins les saisons offensives dominantes que par le passé. Marner était très discret dans les deux premiers matchs. J'inclus, c'est ça, Marner là-dedans. Alors, c'était à Matthews de prendre le contrôle de cette série-là. Il était à son apogée. Puis c'est ce qu'il a fait dans le dernier match. 3 points, 1 but, 2 passes, le but gagnant en échappé. Il a bloqué des lancers. Il était vraiment tout partout, même s'il ne joue pas avec soit Marner ou Nylander. Alors, Matthews en série a quand même des preuves à faire. Là. Il y a de bonnes statistiques, mais il n'est pas du tout au niveau de ce qu'il offre en saison. Je m'amusais à faire la compilation hier, puis en saison en carrière, c'est 1,15 points par match. En série, ça tombe à 0,9. Et surtout, les buts, il marque 0,65 buts par match en saison et c'est 0,44 en série. Donc, il y a quand même une bonne différence, il y a une bonne marge et c'est à lui là, de prendre ça sur ses épaules un peu puis d'amener son équipe ailleurs. Tu sais. Mais en même temps, là, ça s'en va en 7 matchs, là, cette série-là, non? Il y a des chances, il y a des chances. Je vois pas comment. Malgré mais c'est ça, tu vois, les Leafs ont brûlé offensivement les 2 matchs et c'est 1-1. Et ils étaient sur la route. Alors, c'est ça, mais tu peux pas jouer comme si c'est jouer avec le feu pour les Bruins, pareil. Là, okay. Si le scénario est plus ou moins identique dans les 2 prochains matchs, il y a de bonnes chances que ça soit 3-1 Toronto. Là. La décision que j'ai moins comprise, et puis je vais pas blâmer Linus Ullmark, là, le gardien des Bruins, mais je n'ai pas compris pourquoi. Parce que c'est l'alternance. Hey, mon vieux, c'est ça l'alternance. C'est un gardien une journée, l'autre gardien l'autre jour. C'est ça l'alternance. Mais qui dit que ça prend l'alternance? Là? Je sais pas, mais c'est ça qu'ils font. Ouais. mais Jeremy Swayman avait très bien joué. Il avait été excellent. Il n'a pas été mauvais, Ullmark. Là. Non, mais t'en as un qui a été excellent. Pourquoi tu reviens pas? Difficile à comprendre, honnêtement. Quitte à donner... tu reviens avec, t'es chez vous en plus, il vient de connaître une performance dominante, reviens avec, quitte à donner le 3e match à Ullmark, c'est un 3e en 5 jours, tu as du déplacement, bon, c'est juste 1 heure, là, mais quand même, tu t'en vas à Toronto, bon, pourquoi pas, j'aurais plus compris ça. Ouais, parce que tu peux alterner 2-2, là. 2 matchs à 1, 2 matchs à l'autre. Ouais, ou 2-1, mettons. Ou toi, tu joues à Toronto, toi, tu joues à Boston. Enfin, il y a plusieurs façons d'alterner. Plusieurs façons. Tu serais bon pour développer des systèmes d'alternance. Les séries éliminatoires, c'est une autre bête, totalement. Mais on voit rarement ça. Ben oui, je comprends. Je peux comprendre maintenant un système d'alternance en saison. Les 2 gardiens vont bien, ton équipe est bonne défensivement. Mais à un moment donné, fais ton lit. Tu arrives en séries éliminatoires, détermine qui est le meilleur des 2. En qui tu as confiance. En qui tu as confiance. Là, tu te poses la question comme entraîneur. Écoute, si la vie de ma famille en dépend, qui je vais avoir devant le filet, tu as un nom qui te vient en tête. C'est lui qui y va, puis à moins que la chaîne débarque, tu y vas avec ce gars-là. Après une performance étincelante comme ça en séries éliminatoires, il n'y a pas de le gars est assis sur le bout du banc. Il n'y a pas de raison. Après, mais non. On n'est pas habitué. Rappelez-vous, il y a 2 ans, c'est rare qu'on voit ça, mais il y en a eu. Il y a 2 ans, le Wild procédait rigoureusement à l'alternance sans se poser de questions. Là, c'était dogmatique comme approche. Et ça s'était poursuivi au premier tour des séries Gustafsson-Fleury, jusqu'à ce que Fleury échappe le bâton du pèlerin un peu, là, échappé le témoin. Et on a voulu stopper cette alternance-là et ça a été trop peu, trop tard. Donc, je me rappelais plus c'était qui l'adversaire à ce moment-là. Mais bref, on avait... je cherche dans ma tête. Je trouve pas vite de même. Mais peu importe. On y était allé sans se poser de questions avec un système d'alternance, même en série, jusqu'à ce qu'on réalise que ça fonctionnait pas. Puis là, on a voulu mettre fin à ça puis donner le filet à Gustafsson. Puis ça a été trop tard. Ça a été trop peu, trop tard. Non. Donc, j'étais quand même... Je dis pas que c'est ça qui va arriver avec les Browns, mais j'étais quand même vraiment surpris de voir que Swayman n'était pas de retour. Combien d'équipes dans les 20 dernières années ont remporté la Coupe Stanley en pratiquant un système d'alternance avec la... Ça compte pas parce qu'il n'y a personne qui le fait. Il n'y a aucune occurrence.
Ben, le Wild n'a pas gagné la Coupe cette année-là? Non, ils ont perdu au premier tour. Ah, bon. C'est ça. Ouais. Fait qu'ils sont 0-1, donc 0%, Martin. C'est la 0% réponse à ta la question. réponse, ouais. Une autre façon d'alterner, c'est tu commences, puis quand... En deuxième ça sera période. ordinaire... Non, mais mettons, tu donnes à Pas Swayman. alterner par période. Oui, Tu n'as pas pensé à ça? À chaque tir de l'adversaire. Non, mais tu sais, as 2 bons gardiens, tu en envoies un, puis quand tu sens qu'il y a besoin d'une petite pause, tu envoies l'autre, puis là même, tu y vas comme ça. C'est une autre façon. C'est une autre façon d'alterner. Bon, autre chose à ajouter sur Toronto? Là, j'ai hâte de voir. C'est ça, je m'en vais à Toronto, donc ça va être intéressant, mais j'ai hâte de voir si Willie va être de retour. Je disais... La série était ordinaire jusque-là, mais là, ça va être le fun. t'arrives, ça va. Là, ça va changer quelque chose. Non, là, ça va marcher ça droit. décolle. Ouais. Nylander, je lisais ça, j'étais surpris quand même, a manqué aucun match sur blessure depuis la saison 2016-2017. Il y a eu d'autres absences. Il y avait eu sa grève là, pendant laquelle il négociait son contrat. Il a été malade. Il a dû s'absenter à quelques reprises, mais blessé. Ça faisait encore là, c'est mystérieux aussi. On ne sait pas ce que c'est exactement. Ouais, c'est une blessure. C'est un mal. Oui. De ce qu'on comprend, c'était physique. Là. Donc, c'est médical. Il est blessé au corps. Blessé à quelque part au corps. Moi. OK. quelque part au corps. Donc, Toronto-Boston, ça se poursuit avec en présence d'Alexandre Gascon. Oui, et ça va tout changer, on va se le dire. Sinon, on va faire l'Est. On va être systématique. On va faire l'Est. Après ça, on fera l'Ouest. Avec 3 S ou 2? Ça va dépendre d'où est-ce qu'on est dans le printemps. On commence avec une bonne quantité de S quand même. Ça regarde vraiment mal pour les romantiques. Hein? Dont tu es. Dont je me réclamais. Ben, je me réclame toujours. Parce que c'est exactement là que Patrick Roy voulait être. 0-2 après 2, parce que tu n'écris pas une histoire romantique en gagnant, en plantant l'adversaire lors des 2 premiers matchs. Il faut qu'il y ait une quête, il faut qu'il y ait un obstacle. De l'adversité. Oui. Ça va prendre un pivot à un moment donné. À un moment donné, ça en prend un. C'est là que ça va se jouer, parce qu'en ce moment, ça s'en va juste dans une direction. Tu as écrit là-dessus, Martin, après, probablement qu'on ait enregistré vendredi dernier. Mais c'est là qu'il prend toutes ses idées, là. Non, il y avait déjà les idées. Okay. Les idées étaient déjà les siennes. Il y a un sac à idées ici au milieu de la table. Puis là, c'est toujours Martin qui amène le sac, puis nous autres, on pige dedans. Non, mais tu as identifié 6 clés pour essayer de déterminer qui... ou enfin... Qu'est-ce qui composait l'ADN des équipes championnes de la Coupe Stanley? On en a parlé un peu, puis j'invite les gens à dételer. On ne fera pas tout le tour, mais des équipes qui sont en série, là, il y en a 2 qui cochaient 5 clés sur 6, les Panthers et les Hurricanes. Les Hurricanes cochaient toutes les cases. Oui, c'est ça, toutes les cases. Puis les Oilers n'étaient pas loin, je pense, c'est ça? Je sais pas si vous avez vu, mais la presse ont un modèle statistique. La presse, hein? Aïe, aïe! Un modèle statistique que j'ai pas lu parce que... Ça t'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Mais ça donnait les Hurricanes gagnants aussi. Donc, je sais pas pourquoi on fait ça, ces séries-là. Ouais. C'est les Hurricanes qui vont c'est déterminé d'avance. Hurricanes Edmonton, ça serait finale de 2006. Bon. All over again. Et la presse se vantait que son modèle avait eu... non, mais la presse passe son temps à se vanter. Je te dis, la grosse presse. La grosse presse. Pas comme s'il en faisait pas des gaffes, là. Mais bref, ça pour dire que c'est difficile de parier contre les Hurricanes, non seulement à ce stade-ci des séries, mais pour leur ensemble. Non, c'est difficile de parier contre eux à ce stade-ci des séries. OK. Oui. Alors, c'est ça. J'avais identifié, écoute, j'avais identifié 6 clés et j'en avais ajouté 2 clés offensives qui étaient moins significatives que les clés défensives, mais les Hurricanes ont les 8, ont 8 sur 8. Là. Fait que c'est assez impressionnant. Puis si on regarde la façon dont la série s'est lancée, les Islanders m'ont surpris dans le premier match. Ils ont réussi à jouer un match très, très serré, à contenir l'attaque des Hurricanes. C'était comme 8-7 les chances de marquer. Un bon match de route. Oui. Mais on s'entend, là, aujourd'hui, ce matin, après le match numéro 2, les Islanders menaient 3-0, se sont fait remonter 5 buts consécutifs, dont un but riposte. Dans un filet désert. 2 buts en l'espace de quoi? 9 secondes? 9 secondes. En fin de troisième. Ouais. Alors donc, là, t'es en série éliminatoire, t'es sur la patinoire adverse dans un deuxième match.
tu mènes 3-0, tu te fais remonter comme ça et les gens se disent « Mon Dieu, quelle malchance, quel effondrement. » C'est un peu la trame, là. Mais si on regarde la façon dont ce match-là s'est joué, c'est un massacre. Là. Les Islanders n'auraient jamais dû mener ce match-là. 3-0, ça n'aurait jamais dû se terminer de façon serrée comme ça. Le taux de possession de rondelles des Hurricanes, 81 %. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je l'ai noté, moi aussi. 70 % là, c'est une équipe qui se fait laminer. Là, et 80... à 60 % c'est une domination. Oui. Mais à 70 tu dis, ils n'ont pas touché à la rondelle du match. 81 % là, c'est assez fabuleux. Les chances de marquer 23-9 pour les Hurricanes. Les tentatives de tir à partir de la deuxième période, c'est 62-9. Pour les 2 dernières périodes. Où est-ce que vous voulez en venir, là? Ça, fait que moi, ça va être très romantique, cette histoire-là, s'ils sont capables de rendre ça. Alors, c'est pas de s'être fait remonter. Les joueurs des Islanders qui retournent au vestiaire après le match, c'est pas de dire on a laissé filer l'avance, c'est de dire il faut qu'ils se remettent du fait de ne pas avoir touché à la rondelle, de dire on s'est fait dominer, on n'avait aucune arme pour résister à ça, on était démunis. Et on a perdu. On a donné 5 buts de suite. Oui. Alors, j'ai très, très hâte de voir comment cette série-là va aller, mais ça a été toute une démonstration de domination de la part des Hurricanes. Ce qui distingue les Hurricanes cette année des autres Hurricanes des années passées, parce que c'est la 6e saison de suite où ils se qualifient pour les séries éliminatoires. Là. Ils ont eu 2 présences en demi-finale là-dessus. C'est leur attaque. C'est une meilleure attaque que toutes les autres éditions des Canes. Ils ont terminé 8e cette saison, et puis dans toutes les catégories. 4e en défense, 8e en attaque, 2e avantage numérique de la Ligue, 1er désavantage numérique de la Ligue. Leurs unités spéciales sont excellentes, leur système est rodé au quart de tour. Ils sont les seuls à être capables de jouer un système homme à homme défensif comme du monde dans cette Ligue nationale-là d'aujourd'hui, mais comme le disait, je pense, Saint-Louis ou je ne sais plus qui, du Canadien, c'est depuis que Rod Brindamour est là, ça fait des années et des années qu'ils perfectionnent ce style-là. Ils le connaissent sur le bout de leurs doigts. Donc ça prend quoi, 8 ans? Ça prend beaucoup d'années. Et ça prend des joueurs capables aussi. Et c'est le même groupe depuis très longtemps. Là. Les joueurs d'envergure de cette équipe-là sont ensemble depuis belle lurette, là. Est-ce qu'Eric Stahl joue moins belle encore, lurette? Oui, Jordan. Eric, non, Jordan, oui. Tu te souviens, dans le dernier droit du calendrier, les Canadiens jouaient des matchs assez serrés contre les équipes de tête, même si la possession de rondelles était nettement en faveur des équipes adverses. Puis les Canadiens affrontaient les Hurricanes, puis les joueurs étaient revenus dans le vestiaire après le match, puis ils avaient juste dit... Ils nous ont rien donné. Cette équipe-là ne donne rien. Puis on avait l'impression qu'il n'avait pas trop forcé. Non, il avait joué comme à 60 %. Il avait juste rien donné. Et ils ont un système d'échec avant qui cause beaucoup de difficultés aux défenses adverses aussi. Et il y a 8 marqueurs différents qui ont marqué les 8 buts des Hurricanes dans cette série-là jusqu'à présent. Fait que c'est une très, très grosse commande. Les Islanders ont besoin de... Un miracle, je pense. Oui. On peut le dire. Voilà, miracle sur la rue, là, où est-ce qu'il y a le Barclay. La 34e. C'est ça? Je sais pas. En tout cas, le film de Noël. Ça va être intéressant. Miracle sur la 34e. Oui, je sais, mais je parlais de la rue où est-ce qu'il y a l'aréna. Oui. Est-ce qu'ils sont encore à Brooklyn? Non, ils sont pas à Brooklyn. Ils sont de retour à Long Island. Dans leur nouvel amphithéâtre. Au UBS Arena. Mais, puis moi, j'aime beaucoup Jordan Martinook. Ouais. Tu sais, il y a le profil, des fois on fait ça, le gars qui peut... le héros obscur. Le trophée Dustin Penner. Ouais, c'est ça. Ou Fernando Pisani. C'est encore mieux. Mais dans la finale Hurricanes Edmonton de 2006, d'ailleurs. Exact. Mais si je voulais en venir avec ça. Oui, l'année dernière, tu avais choisi Pierre Engvall, si je me trompe pas. Je trouvais qu'il y avait le... C'est encore bon. Tu peux toujours... il est où, là? Il est dans les Islanders. Il a fait au moins une passe hier. Mais Martinook a ce profil-là. Puis je me rappelle d'une entrevue que Jake Allen avait donnée... je sais plus où, mais je me rappelle de l'avoir écouté. Et il m'avait énormément surpris en disant que le tir de Jordan Martinook, on lui a demandé c'est quoi les tirs les plus difficiles à affronter dans la Ligue nationale. Puis je pense qu'il avait comme placé Jordan Martinook juste en dessous d'Auston Matthews. Là. Il dit c'est un tir
tu pourrais pas dire ça de l'extérieur, mais quand tu dois Quand t'es arrêter devant. sa rondelle, c'est un tir qui est lourd, qui fait mal. T'entends la rondelle se lamenter quand elle s'en La va. rondelle se lamente, puis le gardien aussi, visiblement. Mais Allen disait c'est un tir qui fait mal à arrêter, puis c'est ça, c'est un joueur opportun, il est tough, c'est vraiment un complément qui est là depuis très très longtemps. Ben, c'est Martinook, ça. c'est lui qui a Fait marqué partie le but de- gagnant. Gros échec avant sur Noah Dobson pour lui tirer la rondelle et tout. Alors, ils ont vraiment tellement d'atouts, là, beaucoup plus de Ils ont- punch offensif, mais ils ont des gars comme ça aussi. Ils ont Jesperi Kotkaniemi aussi. Puis ils ont Kotkaniemi qui s'est pas encore mis en Mais en marche. marche, exact. Donc, moi, si j'étais les Highlanders, je ne serais pas rassuré. Une chance qu'il est encore 1 an plus jeune que Brady Tkachuk. Oui, Mais là, il serait déjà va mort. juste fêter son 24e anniversaire c'est encore un cet jeune été. ouais. Et dans le même ordre d'idée, Seulement 24 ans. tout est en place pour que Patrick Roy nous sorte quelque chose. Le revirement du siècle. Quelque chose, Ouais. OK. Bon, c'est ça pour l'Est. Là. On verra la série de la Floride une autre fois. Laisse. Puis on Avec s'entend que Marc-Antoine, l'autre, avec Marc- ça va être meilleur. Ça va être meilleur quand on va pas. C'est avec Marc-Antoine. D'ailleurs, Marc-Antoine, il n'est pas dans l'Ouest. Je sais pas. D'habitude, c'est pas moi qui est On fait le contraire. le récipiendaire Ouais, des comment tu blagues trouves ça? sarcastiques de Comment tu Martin. trouves Là, ça? c'est nouveau. C'est nouveau. Faut que Regarde. je m'adapte. C'est de qui aime bien. Châtie bien, C'est ce que j'ai dit à Robert. Je quand commence il est à bien venu se t'aimer, plaindre. là, fait que Ouais, je ouais, vais C'est c'est dire ça, ton nom. enfin. Après 8 ans. C'est bon. C'est ça. Il était temps. Ouais, non. Donc, c'est ça. La série de la Tu sais Floride. à quel point. Ben oui, je sais, Martin, t'as pas besoin de le dire. La bromance, parce la qu'on- passerelle. Parce qu'on a bu de la bière avant d'enregistrer, fait qu'on est très sentimentaux. Là. Non, c'est pas vrai. Je peux comprendre. J'allais dire, Marc-Antoine est dans l'Ouest. D'ailleurs, est-ce qu'il sera de retour? Est-ce qu'on sait? Moi, Mais parce oui, que qu'est-ce qui arrive on avec fait. Marc-Antoine? Non, c'est un balado où est-ce qu'on fait nos meetings de production pendant le balado. Alors, il est dans l'Ouest. Est-ce qu'il sera en personne avec nous vendredi? Soyez là. Que fait-il? Oui, il sera en personne Il avec était vous. au vendredi. match, Il était au match des Canucks. Oui, je sais. Mais Il est, Double oui, question. il sera de retour. Je peux répondre à la question. Il sera de retour vendredi. Bon, mais commençons avec ce match-là, tiens. Hein? Pourquoi pas? Ou ce match-là, cet affrontement-là, Vancouver-Nashville. Et je le disais dans mon ouverture, ça regarde bien quand même pour les équipes de l'Ouest du Canada, Pas de pire. manière générale. C'est le cas pour cette équipe de Vancouver-là, même si... c'est pas toi qui disais vendredi que Nashville... Ouais, les Preds ont une C'était comme la deuxième moitié de meilleure saison. équipe, Non, de cinquième. la deuxième 5 ou moitié de 6e, saison. ils étaient bien placés. Oui. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Vas-y. Ah, ben écoute, moi, je vais rester dans la catégorie héros obscur. Pas juste ça, mais. Dakota Joshua. Est-ce qu'il est parent avec Joshua Roy? Ah ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils sont parents? Ou Joshua Anderson. Non, ça marche pas. Mais Dakota Joshua, c'est vraiment un beau, une belle petite prise des Canucks de Vancouver. Bon, il y a eu un peu son moment de gloire là, avec 2 buts, une passe dans le premier match de la série, mais je me souviens de l'avoir vu jouer en séries éliminatoires contre le Rocket de Laval. Il jouait avec les Thunderbirds de Springfield. À l'époque, il appartenait aux Blues de Saint-Louis. Puis je m'étais fait la réflexion à savoir... Parce qu'il ressortait clairement là, dans la Ligue américaine, ça fait juste 2 ans. Mais il jouait sur un 3e trio quand même. Son profil n'a pas changé. C'était pas le gars ultra dominant, centre de premier trio ou ailier gauche de premier trio qui en mettait 45 dedans par année dans la Ligue américaine. Il avait un rôle similaire, mais dans la Ligue américaine. Mais il l'effectuait, il l'accomplissait tellement bien que je m'étais fait la réflexion à savoir... Je trouve ça étonnant qu'un gars comme ça n'a pas eu la chance de démontrer qu'il serait peut-être capable d'occuper sensiblement la même chaise au niveau supérieur. Ouais. Il avait joué, je pense, une 30aine de matchs avec les Blues en carrière, pas mal toute cette année-là. Mais Quel âge a-t-il? il est 26-27 maintenant, je dirais, parce que ça a été c'est un choix des Toronto Maple Leafs, comme disent nos amis les Français. Ouais. C'est un choix des Toronto Maple Leafs. Il est rendu à 27 ans, exact. Choix de 5e tour en 2014. Mais il y avait eu très peu d'occasions de se faire valoir. Et depuis ces séries-là, à l'été, les Canucks lui ont offert un contrat. Il est là depuis 2 ans, joue dans la Ligue nationale depuis ce temps-là. 18 buts en 60 quelques parties cette année. Ça se poursuit en série. C'est exactement le genre de gars dont les Canucks ont besoin, qui fait mal, qui a pas peur, qui est gros, qui est costaud, qui est coriace, puis qui est capable de jouer au hockey en même temps. Et puis bon, il y a eu son petit moment de gloire dans ce match-là où tout s'est joué en 12 secondes. Hein. On disait les Canes hier, 9 secondes pour pour effectuer le revirement de situation. Dans le cas des Canucks contre les Preds, ça a été en 12 secondes, là, les 2 buts en 12 secondes.
Alors, ils sont bien lancés, mais ça ne sera pas une série facile. Je pense que UC Saros n'a pas été au sommet de son art, donné un mauvais but à Elias Lindholm. En tout cas, un but qui aurait probablement qu'il se dit qu'il aurait dû l'arrêter. Mais c'est bien lancé pour les Canucks, qui sont peut-être plus une chose que ce à quoi je m'attendais. Là. J'avais pas de grands espoirs, mais c'est deux équipes relativement inexpérimentées en série. Quoique non, les Prédateurs ont leurs vieux chevaux. Ils gagnent là. pas souvent, mais ils sont souvent là. Non, mais tu sais, il y a aussi Forsberg et compagnie, ça a quand même tous vécu le parcours éliminatoire jusqu'en finale. Fait que, non, ils ont une certaine expérience. Les Canucks sont peut-être un peu plus verts à ce niveau-là. Mais c'est une série, j'ai vraiment de la difficulté à dire là, tu sais, qui est favori, qui va en ressortir gagnant. Parce que ce match-là aurait vraiment pu aller aux Prédateurs aussi. D'un côté comme de l'autre. Ouais. Est-ce qu'on va tout de suite faire un petit tour? T'avais-tu autre chose à dire? Moi, j'ai pas vu de match de cette série-là. J'ai regardé nos amis, les Oilers. C'est dur de toutes les deux en même temps. Oui, c'est ça. J'ai regardé beaucoup les séries de l'Est, mais on va en reparler avec Marc-Antoine. Ça va être meilleur. C'est ça. Mais... Jason de l'Ouest. Ouais. On parle, les Canucks, c'est dans l'Ouest. Oui. Je voulais garder les Oilers. Cette série-là, j'ai l'impression peut quand même se prolonger. Ça va être une longue série, oui. Puis honnêtement, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Celle-là va aller en 7. Hein? Non, mais je vais le dire une fois, vous allez être d'accord. Celle-là, ça pourrait aller en 7, hein, les gars? Ça pourrait. OK. On va se garder les Oilers pour la fin. On fait un petit détour par Winnipeg, où il s'est passé pas mal ce qui était facile d'envisager. C'est-à-dire que le Colorado, on doit avoir gagné une Coupe Stanley avec pas de gardien une fois. Avec pas de gardien. Je dis ça avec affection, là, mais reste que c'est un peu... On en a déjà parlé, c'était un peu le contre-exemple, cette Coupe Stanley-là de l'Avalanche, qui n'avait pas de gardien dominant devant le filet. En fait, leur gardien avait été efficace durant la saison, mais en série, il avait... exactement. Il n'avait pas performé à la hauteur des standards des autres gardiens qui ont remporté la Coupe. Alors que j'allais ajouter Vegas dans cette équation-là l'an passé, mais les gardiens de Vegas, quoique peu connus, ont été très bons quand même pendant les séries. Reste que là, Alexander Georgiev, le gardien de l'Avalanche, cette entrée en scène-là n'est pas rassurante. 7 buts sur 26 tirs. T'affrontes le meilleur gardien de la Ligue nationale. Fait il faut... Le meilleur gardien? Connor Hellebuyck. Ah oui, excusez, j'étais dans la... Il joue contre. Excusez, j'étais dans la série des Oilers dans ma tête. Excusez-moi. Alors tu sais, tu as Hellebuyck, tu sais que Hellebuyck va être très solide de l'autre côté. Il faut que ton gardien te permette de rester dans les matchs en étant très, très bon. Tu t'attends pas à ce qu'il soit aussi bon qu'Hellebuyck, mais qu'il soit capable au moins de garder un écart raisonnable en disant notre attaque va faire la différence, mais aucune équipe de la Ligue nationale, tu sais... En tout cas, il y avait déjà un gros point d'interrogation en arrivant en série. Georgiev a maintenu une moyenne d'efficacité de 897, je pense, en saison. Ouais. Moins de 900. C'est déjà un gros voyant lumineux. Un drapeau. Oui. Et écoute, là, s'il n'est pas capable de hausser les standards de façon importante, ça va être difficile, cette série-là, pour... C'est pas compliqué. Pour l'Avalanche. Écoute, c'est quand même démoralisant pour l'Avalanche parce que tu te dis, on a troué Connor Hellebuyck 6 fois. Ouais, c'est puis ça. on a perdu. C'est ça. Tu marqueras pas 6 buts tous les matchs. Là. Puis Hellebuyck, lui, a reçu 44 lancés. En tout cas, c'était dans les 40. J'ai pas trouvé qu'il avait connu un mauvais match. Peut faire mieux, certainement. On peut accoler ça à côté du bulletin. Mais c'était vraiment pas un fiasco. Mais c'est dur à prendre là, quand tu te dis que notre attaque a fonctionné à plein régime. On a marqué 6 buts, puis on en sort avec rien. Donc, il faut que tu continues à faire ça, puis que tu espères un petit peu plus d'arrêt. Tu sais, Georgiev, c'est ça, tu disais 897 cette saison. Il a surtout très mal fini. Depuis la date limite des échanges, c'est 882. Donc là, on est vraiment là, en deçà du seuil de la respectabilité. Malgré ça, une fiche de 6-3-2 dans ces 11 derniers matchs-là, c'est démontré à quel point l'Avalanche arrive à colmater les brèches avec la qualité de son attaque. Mais en série, généralement, ça se nivelle un peu. Tous ces avantages-là se sont nivelés un peu. En série, tu es toujours aussi fort que le plus faible de tes maillons. Et ça vient... À un moment donné, tu te le fais coller dans le front là, quand tu as une faiblesse. Surtout ce maillon-là. C'est un gros maillon. C'est un gros maillon. Ouais. Moi, ça me
ça me réconforte. J'aime pas ça quand une équipe qui n'a pas de gardien gagne. Je trouve pas ça... T'as pas aimé ça quand ils ont gagné il y a 2 ans? Oui, ça m'inquiète, ça m'ébranle dans mes convictions. Là, ça me rassure. Ça te rassure. Ça me rassure. Le monde tourne Voilà. dans la bonne bon façon. Gardien, montrez-moi un bon gardien. C'est ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est puis bon, la ça, Terre c'est continue ça. de tourner, tout va bien. Correct. Eh ben, puis le problème, c'est qu'ils n'ont pas de plan B. Là. En ce moment, Non. Justus... Excusez. Non, mais il y aurait Justus Annunen, mais il est malade. Puis, Mais c'est pas... Yeah. il dit ça, on peut pas envoyer Justus, il est malade. Il n'y a pas de Justus en il y a ce pas de monde. C'est pas Justus. C'est pas Justus pour Justus. C'est pas d'être Justus. malade à ce temps-ci. Il aimerait ça, lui, mais... Ça c'est tombe pas mal pour ça Justus. tombe mal. Mais là, comment il est malade? Il va pas être malade Non, mais... toute la semaine. Il est malade. Qu'est-ce qu'il y a? Je Tous? sais pas s'il y a, mais hier, il était encore malade. OK. Fait que... Fait que là, ils peuvent pas l'envoyer devant le filet, même s'il avait... il a joué 14 matchs cette saison, 928 d'efficacité, moyenne de 2,25. Il a pas fait ses preuves en série, mais au moins, on a quand même là une base avec laquelle travailler. Là, le gardien qui épaule Georgiev, c'est Arvid Holm, qui a joué dans la ECHL cette saison, un peu, et dans la Ligue américaine, où il a maintenu une efficacité de 887 OK. dans la Ligue américaine. Alors, je les comprends de ne pas être super à l'aise. Ouais. Puis c'est pour ça que même si Alexander Georgiev avait donné 14 buts au premier match, je suis pas mal sûr qu'on n'aurait pas vu Arvid Holm devant le filet. Alors, on va espérer qu'il y ait une justice Pour Justus. en ce bas monde et On peut-être devrait se donner une faire chance. des chandails. Justus pour Justus. Il est Voilà. malade. Ben oui, il est malade. Il est malade. Je sais pas ce qu'il y a. Peut-être Tous. ses enfants ont la gastro, on sait pas. Tous. Ça voyage vite, ces petites bêtes-là, mais ça va être difficile donc pour l'Avalanche. C'est une série très, très intéressante, en tout cas. Honnêtement, là. Puis ça serait le fun, là, que qu'il y ait quelques équipes canadiennes qui franchissent Les Jets. au moins un tour. Avec un gardien dominant, puis des anciens joueurs du Canadien. Il y avait l'air C'est ça. d'avoir toute qu'une ambiance. Ah oui, finalement, ils ont rempli l'aréna à Winnipeg. Ouais. C'est pour ça. Pour ça, Pour oui. ça. Celle-là, il a- Regarde, ça prend des standards. OK, dernier arrêt. Je l'ai gardé pour la fin. Je te dis que c'est cette équipe-là des Oilers. Ouh là là. J'aime ça animer en série. Mon travail n'est pas compliqué. Écoute, les Oilers... Je te fais des onomatopées. C'est onomatopée. Les Oilers, hier, étaient prêts. Ces deux équipes-là se connaissent, se sont affrontées en série. C'est quoi, c'est la 3e fois de suite? Là? Ouais. De suite. Ouais. Les Oilers étaient vraiment prêts. Hier, en première période, les Kings en faisaient presque pitié. Là. Les Oilers sont tombés sur eux comme la misère sur le pauvre monde, comme dit le vieil adage. Et c'était après une période, les chances de marquer, c'était 13-1, les chances de marquer de qualité en faveur des Oilers. Et c'était... combien? C'était déjà 2-0? Je me souviens C'était pas. 2-0 après là, la je première. me suis dit, OK, il y aura... Hyman a frappé le poteau. Hyman aurait pu compter 4 buts en première période, je pense. Exact. Et c'est ça, je regardais jouer Hyman, puis je me disais, lui, je sais pas s'il connaît Warren Young, mais c'est le Warren. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Warren Young, mais Warren Young, c'était un joueur de Ligue américaine. Il avait passé toute sa carrière dans la Ligue américaine. Il avait 28 ans. Il était arrivé dans l'organisation des Penguins de Pittsburgh en 1984. Et il s'était retrouvé, il était capable de jouer au hockey un peu, puis il était capable de se battre. Alors, on l'avait placé sur le trio de Mario Lemieux. Et Warren Young, qui avait 20 matchs d'expérience dans la Ligue nationale à l'âge de 28 ans, avait marqué 40 buts, 32 passes aux côtés de Mario Lemieux. Et les règles d'autonomie lui permettaient de signer avec l'équipe de son choix. Après cette saison-là, il a signé un contrat faramineux avec Détroit. Il a marqué 22 buts avec Détroit la saison suivante, 8 buts la saison d'après. Il est retourné dans l'organisation des Pingouins, puis après ça, il a fini sa carrière dans les ligues mineures. Mais tout ça pour dire, Zach Hyman, je compare pas Zach Hyman à Warren Young, on s'entend, c'est un bon joueur de hockey, mais le pic offensif qu'a connu Hyman cette année, au hockey, quand tu joues avec quelqu'un qui réussit à te placer la rondelle sur le bâton, et je sais pas si vous avez vu les pièces de jeu que McDavid a fait hier pour lui donner la rondelle à Hyman, là, il a quasiment juste à pousser la rondelle dans le filet. Fait que il va être très, très difficile à arrêter Connor McDavid dans cette série. 5 passes. Ouais, il y a 5 passes, donc 4 passes décisives dans ce match-là.
C'est de toute beauté, honnêtement. Et tu sais, deux bonnes équipes défensives. Ça a fini 7-4 hier, le match en faveur des Oilers, mais il y a 2 buts qui ont été marqués par des défenseurs des Oilers, des rondelles redirigées sur des patins. Il y a un jeu brisé en 3e période où un défenseur des Oilers tentait de faire une passe à son coéquipier, puis son bâton a brisé pendant que les Kings faisaient de l'échec avant, puis ils ont marqué sur ce jeu-là. Mais les Kings ne sont pas équipés offensivement pour contrer ça, là, à défense égale. Et Cam Talbot, ça lui sortait de partout hier. Là. Fait que je vois mal comment les Kings vont pouvoir survivre à ça. Moi, ce que je retiens, c'est que tu as comparé Zach Hyman à Warren Young. Fait que si j'ai l'occasion de couvrir la série, je vais lui demander Do you know Warren Young? And do you know Martin Leclerc? Mais j'ai précisé que je faisais. C'était juste la situation. C'est parce que j'ai entendu. Mais c'est une comparaison directe. Moi, Warren Young, je connaissais pas tant son histoire, mais on en a des histoires. Tu sais, Marty McSorley, peut-être, avec Wayne Gretzky, ça serait Marty, c'est comparable? Non, pas vraiment. Marty, c'est un défenseur. Il jouait pas avec. Il jouait avec Gretzky. Il était à peu près toujours là quand Wayne Gretzky était sur la glace. T'as raison. Ouais. Mais, il y a eu Dave Semenko là, qui protégeait Gretzky, mais il n'y avait pas. C'était pas pareil. Qui ridait shotgun, comme on dit en anglais. Il me semblait que j'avais il jouait avec Yari des Coury exemples semblables. Et Dave Semenko. Mario Lemieux a fait gagner beaucoup d'argent à bien du monde. C'était pas Rob Brown aussi? Oui, à qui a fait compter 50 buts? Oui. Pascal Dupuis avec Sidney Crosby? Est-ce que ça serait bon? Pas à la hauteur de Warren Young qui a disparu des cartons après. Pascal Dupuis, c'est quand même un bon joueur de hockey, là. Okay. Mais il a produit plus avec Crosby. Oui, il y a eu une éclosion. Mais il aurait quand même eu une carrière dans la Ligue nationale. Mais oui. Warren peut-être aussi. Pas l'air. Ça n'a pas l'air. Okay. Mais écoute, ce qui est le plus inquiétant pour les Kings dans cette histoire-là, c'est que si vous compilez vous prenez le résultat des 2 premières séries, OK? La première, il y a 2 ans, c'est terminé en 7 matchs. La seconde en 6. Et puis, on va où tu veux en venir. Ça fait que ça va finir en 5. Non, c'est pas ça. C'est que dans tous ces matchs-là, des 2 premières séries, ça a été tour à tour le mandat de Kopitar ou de Danault de freiner le trio de Connor McDavid, OK? À peu près à part égale. Les deux ont joué tout près de 100 minutes à 5 contre 5 contre Connor McDavid dans ces 2 séries-là. Et on en avait parlé l'année dernière. Je comprenais pas pourquoi Todd McLellan, l'entraîneur à l'époque, s'obstinait à parfois opposer Kopitar à McDavid parce qu'il se faisait manger tout rond, alors que quand il envoyait Danault, il réussissait à annihiler cet avantage-là qu'avait McDavid à force égale. Pas en avantage numérique, c'est autre chose, mais quand même à force égale, il y parvenait. La preuve, c'est que dans les 2 premières séries, quand c'est McDavid, le trio de McDavid contre le trio de Kopitar, c'est 11-6 les buts à 5 contre 5 pour McDavid. Toujours dans les 2 premières séries, en presque 100 minutes de jeu à 5 contre 5. Contre Danault, 2-2 à 5 contre 5. Donc, ils avaient là une clé pour essayer de limiter les dégâts et l'impact offensif de Connor McDavid. Ça, c'était en 2 séries. Il avait donné 2 buts Danault en 100 minutes. Contre McDavid, c'est exceptionnel. Et je comprenais pas pourquoi il ramenait Kopitar. Il se faisait jouer Kopitar. Hier, c'était Danault. Il a donné 3 buts à 5 contre 5 contre McDavid. En un match, il a donné. Son trio, là, qui est sensiblement le même. Hein, juste Philippe Danault. Avec, juste lui, il a donné. Trevor Moore puis Arvidsson, mais c'est un peu inquiétant. Ça va peut-être se replacer. Ça pourrait être une anomalie, mais dis-toi que dans les 13 premiers matchs de série, McDavid et sa gang en avaient marqué 2 à 5 contre 5 contre le trio de Philippe Danault. Hier, il en a réussi 3. Donc, c'est sûr que c'est inquiétant. Jim, l'entraîneur des Kings, a-t-il opposé systématiquement Danault à McDavid? Donc, c'est ça. Il utilise la clé. Il va juste voir si la clé va continuer va revenir à ce qu'elle était. Parce que c'est pas seulement... c'est pas le premier printemps que Danault muselle McDavid. Je veux bien croire que... Mais c'est un travail collectif. C'est pas un joueur seulement. Il y a une façon de jouer contre lui, puis il faut l'empêcher de décoller avec la rondelle. McDavid, quand le Canadien... Une fois que c'est parti... C'est ça. Quand les moteurs... la machine est en marche. Quand les moteurs tournent, là, c'est terminé. Alors, il faut l'empêcher de prendre de l'élan. Il faut toujours... ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à faire ça. Mais il y a évidemment, McDavid, c'est eux qui avaient le dernier changement aussi, les Oilers. Donc, McDavid a été confronté à d'autres trios là, quand même, mais principalement celui de Danault. Puis contre celui de Danault,
3 buts marqués à 5 contre 5, 1 accordé. Donc ça, honnêtement, si Philippe n'arrive pas à freiner McDavid tout seul, parce qu'on à a bien force dit égale, c'est c'est juste lui. C'est juste lui. lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Si son trio parvient pas à limiter les chances de McDavid à 5 contre 5, je pense que Comme les il Kings fait depuis le début de sa depuis le début carrière. de sa en carrière, série, exact. peu importe Ils n'ont l'équipe. aucune chance parce que Kopitar a démontré qu'il avait probablement plus les jambes pour pouvoir le faire. Qui a les jambes? Mais Dano est capable. C'est pas aussi rapide, mais je veux dire, il est assez rapide ou assez intelligent pour pouvoir. Kopitar aussi, mais a probablement plus. Alex Opine du bonnet. On fait juste ça, me semble, aujourd'hui. Il y a beaucoup de cabotinage. Il y en a plus avec moi du cabotinage. Hein. C'est moins pertinent. C'est plus sérieux avec Marc-Antoine. C'est ça. C'est moins pertinent, mais c'est plus amusant. On peut pas tout avoir. Ça serait aussi, petit aparté, là, ça serait le bon moment pour Pierre-Luc Dubois de se racheter. Oui. Ben, j'allais demander, seront-ce les séries de la rédemption? Non. J'en doute. Je sais pas, Martin, qu'est-ce que t'en penses? Ça a été une saison difficile pour Pierre-Luc. Là. Oui. Donc, non. Décevante. Ce ne seront-ce pas. Mais c'est un gamer. Oui, c'est ça. C'est un gars, premier habituellement, but. quand l'enjeu est plus Marqué grand. hier. C'est le premier but de la série, ou en tout cas le premier but des Kings. Deuxième. C'est ça que je disais. Ben, Il a tenté de déconcentrer McDavid hier, puis il a été puni immédiatement. Mais, écoute, moi, il m'a vraiment impressionné quand il était avec les Blue Jackets en séries éliminatoires, comment il s'était comporté. Mais là, ça commence à faire longtemps. Ouais, ben, ça. ben, il avait été. Je suis conscient de ça. Ouais. Mais tu sais, l'an passé, contre les Golden Knights, je sais que Rick Bowness semblait l'avoir critiqué sans le nommer ouvertement là, après l'élimination de son équipe. Mais dans le premier match de la série, Winnipeg était allé battre Vegas dans le Nevada, puis Pierre-Luc Dubois avait été une force. Là, on avait revu exactement ça. Ouais. Ce qu'il avait fait dans la bulle avec les Jackets contre Toronto, ce qu'il avait fait l'année d'avant, autant pour sortir le Lightning que dans la série contre les Bruins, que Columbus avait perdu, mais où il avait été absolument dominant. Alors, ça fait quand même partie de son ADN. Là. Jusqu'à preuve du contraire. Il l'a presque toujours fait. Après, ça avait été moins probant contre les Golden Knights l'an passé, mais en même temps, je ne sais plus quel joueur des Jets avait dit, moi je considère que ça a été notre meilleur joueur là, en série. Donc Bowness, c'était peut-être dirigé entre autres vers lui, mais ça ne devait pas être uniquement le cas. Donc il est clairement capable, mais cette année, ça a tellement été une saison en demi-teinte. Les Kings pensaient se propulser dans une autre stratosphère avec ça, là, ou dans la stratosphère avec ça carrément, parce que là, ils se disaient probablement la meilleure ligne de centre, ou en tout cas la plus de l'histoire du monde. Non, mais c'est pas la meilleure de la ligue, c'est pas loin de l'être, tu sais. Et puis c'est ce que ça nous prend pour sortir de cette division-là, Pacifique, avec une équipe comme les Oilers et tout ça. Et ils ont connu un excellent début de saison, mais à partir du moment où ça a débarqué, même s'ils ont bien fini, on les a jamais plus ressentis au même niveau. Et ils sont absolument pas dans les prétendants à la Coupe Stanley, alors que c'était le but de cet échange-là. Là. Ils ont été solides défensivement, mais offensivement, ils sont pas capables d'appuyer leur standard défensif. Là. Alors, ben, on souhaite bonne chance à Pierre-Luc, mais s'il veut se faire pardonner, entre guillemets, ce serait le bon moment. L'occasion est là. Sur les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, nous vous avons sondé à savoir quelle équipe canadienne aura le meilleur parcours en série. Je fais une parenthèse, là. C'est une bonne année. C'est une bonne cuvée d'équipes canadiennes. Je ne vous demanderai pas si c'est enfin l'année où on conjure le sort, mais il me semble que cette année, il y a quelques possibilités. Oui, c'est une bonne année. Merci. L'année dernière aussi, c'était une bonne année. Mais c'est meilleur cette année, non? Ben, c'est comparable. OK.
Sur Facebook, Jacques dit Paul CH. Hey, ça commence fort. Il y a Vancouver, là, qui est une menace de plus par rapport à l'an dernier. Ouais. Continue de répondre à la question. Il disait quoi, le premier auditeur? Paul CH. OK. Tout Paul sauf Toronto. CH, c'est ça son nom? Non, il dit pas le CH. Ah, OK. Il s'appelle Jacques. OK, bon, mais pourquoi tu l'appelles Paul? Éric dit tout sauf Toronto. Toujours sur Facebook. Aucune, car Gary n'aimerait pas ça. Ça, c'est Éric. Sur Facebook, Michel, les Jets. Bon, enfin, une réponse. Les Jets, sans aucun doute. Ben, montrez-moi un bon Cartney. Ouais. Ça me conforterait. Puis ça amènerait un peu de monde à l'aréna. T'as tellement de biais cognitifs, je trouve. Ouais. Oui, depuis ça s'améliore pas avec l'âge. OK, donc sur Facebook toujours. C'est assez simple. L'équipe canadienne qui a les meilleures chances, c'est les Oilers. Ouais. C'est pas comparable avec les autres. Là. Non, ouais. C'est réglé. Mais ils n'ont pas de gardien. Ben, ils en ont un, là, mais. Yana dit Jets ou Canucks. Ce serait vraiment le fun. Tu vois, j'ai pas. Il y en a plein qui ont répondu Oilers. Les gens n'ont pas suivi la saison. Ils n'ont pas suivi. Mais je pense qu'ils répondent avec c'est bien d'insulter notre public, par exemple. Non. Ils regardent. Non, mais personne ne regarde. Mais non, mais il y a une bonne part, comme tu dis, d'émotion Ben oui, là-dedans. C'est important. Claude. Oui, vas-y, Martin. C'est ça, le sport. Exact. C'est ça, exactement. Ça vaudrait pas la peine de jouer ces séries-là si c'était les Hurricanes que c'était déjà décidé. S'ils gagnent, ça Personne va n'a le goût de les voir là, en plus, là, les Hurricanes. Parce que ça, c'est l'autre affaire que j'haïs. C'est quand, avant que les séries, comme c'est arrivé avec Colorado, tout le monde disait ça va être Colorado, puis c'est Colorado. Ça me contrarie à l'excès. Les deux clubs de l'Ouest, Vancouver et Edmonton, ça c'est Claude sur Facebook. Sur YouTube maintenant, les Jets. Coudonc, il y a beaucoup de Jets. Les Oilers aussi. Donc les Jets, c'est le gros. Faut faire attention quand on lit les noms. Le gros chip shop. C'est correct. Je pense que c'est correct. Ça se dit-tu, ça? C'est correct. Ça passe. Ça passe. Puis Nick Champ, 26-50. Ne pas confondre avec 26-49. Oilers, une finale canadienne dans l'Ouest, ce serait intéressant. Ça se peut, ça, un carré d'as canadien. Ça se peut, mais les Jets ont beaucoup de travail à faire. Là. Un demi-carré d'as. Et sur le Gram, le monde, ils ont suivi. Il y a Eric, il y a Nick et il y a aussi ici Saskatchewan, qu'on salue, c'est les collègues, qui disent les Oilers. Et sur le fans? Ça, OnlyFans, j'ai pas regardé. Qu'est-ce que ça dit sur le fan? Sur OnlyFans, ça dit pas grand-chose, mais il se passe des affaires. Mais ça dit pas grand-chose. Mais le problème des Jets, c'est que, à cause du petit chassé-croisé des laissés-passer, ouais. Ça, là. Vegas, qui est dans la Pacifique, normalement, se ramasse dans la centrale, où il y a quand même déjà des équipes assez costaudes, avec l'Avalanche puis Dallas. Donc, si Winnipeg veut atteindre le carré d'as, il faut qu'ils battent d'abord l'Avalanche. C'est pas fait. Puis après ça, soit Dallas, soit Vegas. Je dis pas que c'est impossible, là. C'est possible, mais c'est une méchante grosse commande. La voie vers la Coupe Stanley des Oilers, déjà qui ont, à mon sens, la meilleure équipe canadienne. Déjà, d'avoir la meilleure équipe, c'est déjà un bon. Et ils ont une voie légèrement plus facile. Ça reste des séries, bon, il peut arriver n'importe quoi, mais le parcours me semble moins chaotique, un peu. On conclut avec un peu d'actualité, alors que j'aimerais mesurer votre niveau d'étonnement quand vous avez appris que Lindy Ruff était de retour avec les Sabres de Buffalo. Et comme je ne regarde, je ne vois que la vie avec... je vois la vie, je ne vois que la vie qu'avec, enfin, les lunettes du Canadien de Montréal. Je me suis dit, coudonc, il n'y a pas juste le Canadien qui recycle ses entraîneurs, parce que on l'a vu 2 fois dans l'histoire récente et on voit pas ça tant. Hein? Aiguillez-moi donc. Mais c'est quand même rare. Jacques Martin à Ottawa. Ouais, OK. Mais c'est comme un... C'était un intérêt. Michel Therrien, Claude Julien. Ça, c'est à Montréal. Oui. Non, mais je parle à l'extérieur de Montréal, on voit pas ça. On n'a pas vu ça souvent. À part ces 2 exemples-là à Montréal. On réfléchit, là. Mais... Pouvez-vous réfléchir plus fort? Parce que c'est un balado, donc on aimerait ça vous entendre réfléchir. Parce que là... pas Billy Martin avec les Yankees qui avait été congédié comme 4 fois. Puis ça intéresse pas. Les sports majeurs, ça intéresse pas. Mais cela dit, je trouve cette nomination-là très intéressante. Parce que, pas surpris tant que ça, moi, pour répondre à ta question. Là. Le premier réflexe, c'est de dire, bon, c'est encore un vieil entraîneur qui est recyclé...
T'anticipes ce que je vais dire dans 2 Oui, secondes. c'est ça, parce que je te connais. Ouais. Mais de l'autre côté, tu dis, bon, les Sabres de Buffalo, c'est une organisation qui est en crise de confiance avec son public. Tu sais, les partisans des Sabres, là, ça fait 13 ans qu'ils voient leur équipe être exclue des séries éliminatoires. Puis qui est le dernier entraîneur qui a eu du succès avec cette équipe-là? C'est Lindy Ruff. Ils n'ont pas fait les séries depuis qu'il est parti. Exact. Et Lindy, bon, tu dis, on a une équipe qui est sur le point d'éclore, qui aurait dû éclore déjà, mais qui a le potentiel d'éclore. Et Lindy Ruff a quand même aidé les jeunes Devils à faire ça la saison dernière. Ils ont connu une très, très bonne saison. Cette année, ils ont eu des blessures, des avaries, ils ont eu beaucoup de problèmes, puis ça a déraillé. Mais quand même, il est encore actuel, Lindy Ruff. Là. Il y avait les 2 mains dedans dans la Ligue nationale au cours des dernières saisons, sans interruption. Avec une équipe, tu fais bien de le dire, qui avait un profil semblable à ce moment-là à celui des Sabres. Fait que là, tu dis, écoute, qu'est-ce qu'on fait pour redonner confiance aux gens? Il n'y a plus personne qui veut rien savoir. C'est peut-être de plus en plus difficile de vendre des billets. Alors, pourquoi pas? C'est peut-être pas si mal que ça, que ce soit Lindy Ruff. Alors, moi, je vais peut-être t'étonner, mais je trouve ça le fun que Lindy revienne à Buffalo. Là, je ne sais plus pour qui je disais ça, là, que je faisais un peu d'agisme. C'était peut-être dans le cas de Bruce Boudreau. Oui, je pense que c'était Bruce Boudreau. C'est ça. Où le carrousel se fait aller allègrement. Mais dans le cas de Lindy Ruff, les joueurs des Sabres n'ont pas été si tendres que ça avec Don Granato, sans le nommer explicitement, mais on laissait entendre à leur bilan de fin de saison que Don Granato est un peu soft. Alors, en tant qu'entraîneur, te faire accuser d'être peut-être un peu mou par tes joueurs... C'est pas un compliment. C'est pas un compliment, là. C'est pas une belle carte de visite pour la suite des choses non plus, mais c'est certainement pas un entraîneur de la vieille école, là, fouette tes bâtons. Oui, c'est ça. Puis envoie... vous allez suer, puis c'est comme ça que ça va se passer. Mais c'est intéressant comme constat de la part des joueurs. Oui, exact. Mais les joueurs ont l'air de faire le constat que ça prend quelqu'un qui va les pousser davantage, qui va leur permettre d'atteindre justement un niveau d'excellence en les forçant à se dépasser, puis peut-être en exigeant plus, puis en leur faisant mal, entre guillemets, à l'occasion. Puis Lindy Ruff, oui, c'est adapté, mais c'est un gars qui a du vécu, qui est certainement capable de faire ça, qui a été à la tête des Sabres de 97 à 2013. T'sais, il a été vénéré dans ce marché-là. Lui, il a joué, là. Oui, il a amené cette équipe-là en finale de la Coupe Stanley en 99, alors qu'elle était parmi les négligés. C'est sûr qu'il y avait un certain Dominique Hachek à l'époque, mais... Ça, c'est réconfortant. Oui, c'est réconfortant pour ta théorie. Et n'eût été de ce but de Bretol, qui sait... ce but qui aurait dû être refusé, qui sait ce qui serait arrivé. Ils ont eu d'autres beaux parcours éliminatoires avec la gang de Drury, Brière et compagnie. Pominville, Vanek, la défensive à l'époque. Alors, Lindy Ruff a eu beaucoup de succès là-bas. Et il y en a eu avec Dallas après. A été capable de prendre une jeune équipe, comme Martin le disait, avec les Devils, puis en faire quelque chose d'intéressant. C'est un entraîneur qui s'est adapté, mais qui a aussi cette facette-là en lui. Il va être capable de les pousser, là. T'sais, on dirait que ce que les joueurs ont dit de Granato, c'était un peu la version O'Reilly d'il y a quelques années, quand il avait critiqué le vestiaire en disant ici, il n'y a pas de culture. Là. En gros, là, je paraphrase, en parlant des joueurs, là, c'est les joueurs qui eux-mêmes qui réclament autre chose. Si moi j'étais le patron de cette équipe-là, je ferais OK, je serais contre. C'est un bon signe. Une exploration, comme on dit. Là, une introspection. Une introspection intéressante de la part des joueurs. Et je pense que c'est un bon choix. Je pense honnêtement que c'est un bon choix. Il faut juste qu'il apporte un peu de stabilité. Kevin Adams, le directeur général, a fait l'un dans l'autre du bon boulot jusqu'à présent. Faut pas qu'il soit question de le foutre à la porte. Il y a eu tellement d'instabilité à Buffalo depuis que les Pegula sont arrivés que là, ça prend... Si tu veux bâtir quelque chose, je pense qu'ils en sont rendus au stade où ils ont tellement de bonnes pièces entre les mains que là, ça prend un petit peu de stabilité. Laisse grandir ça. Laisse les jeunes croître ensemble et entouré d'un entraîneur qui connaît la game. Donc, non, je pense que c'est une bonne idée puis je trouve ça intéressant. Ça va être le fun de revoir Lindy derrière le banc des Sabres. Ben oui. Est-ce que ça pourrait inspirer les sénateurs? C'est une question qui me vient comme ça au fil de la conversation. Un profil...
Tu parlais de Jacques Martin, je sais pas, peut-être enlever le par intérim de... Non, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Il a été confirmé comme conseiller, comme puis conseiller spécial, c'est ça. Bon, OK, là, mais je veux dire, aller chercher un gars, tu sais, peut-être. Qui a du métier, puis qui a... Je pense, écoute, ça aurait bien de l'allure. Tu sais, Martin a été assez critique envers l'organisation, on pouvait se le permettre parce qu'elle a changé depuis ce temps-là, mais quand on est passé à Ottawa, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais pour un des derniers matchs de la saison, Martin avait été... Jacques Martin. C'est bien des Martins. C'est ça, tu as raison. Jacques. Ah, oui. On va l'appeler Jacques. Moi, Jacques avait dit, tu sais... à Ottawa, on n'a peut-être pas su identifier le bon moment pour s'entourer des meilleurs joueurs, puis pas des meilleurs joueurs, mais des vétérans, puis pour aider la gang qu'on avait à comprendre comment ça marche dans la Ligue nationale, comment gagner dans la Ligue nationale, les sacrifices qu'il faut faire, la difficulté, les heures passées probablement à l'extérieur quand personne regarde et tout. C'est sûr qu'il y en a énormément qui sont très impliqués, investis et engagés dans leur carrière. C'est pas ça, mais peut-être que ça manque un peu. Et on aurait dû, Jacques Martin disait, on aurait dû entourer cette équipe-là davantage. Il y a déjà un bout de temps de ça. Comme si on a un peu manqué le bateau, il va falloir réajuster le tir. Alors oui, il y a de ça à Ottawa. Il y a un peu de cet esprit de country club-là où... On a laissé les jeunes courir dans le cours d'école, puis malheureusement... Ils n'écoutent pas. Quand la cloche sonne... C'est difficile de les mettre en rang. Ils n'écoutent pas. C'est le retour de la vieille école derrière le banc. J'ai très hâte de voir qui vont choisir à Ottawa, honnêtement. Oui. C'est une équipe qui a besoin... Ça s'appelle « Trompe-toi pas », là. Non, mais c'est vraiment... Il y a du talent dans cette équipe-là. Ça leur prend un gardien qui va être constant, là, mais... Ils ont besoin d'une poigne de fer pour redresser, pour donner des standards, établir des standards défensifs qui vont... Ouais, moi j'en vois juste un. Perdurer. Mike Babcock. Parce que Mike, il a cheminé et il a appris. Il a suivi une formation c'est ça. En ligne sur les téléphones cellulaires. Est-ce qu'il a reçu par courriel son attestation, comme quoi il avait reçu là? Parce que c'est tout ce que ça prend, le courriel avec l'attestation. Alexandre Gascon, tu t'envoles pour Toronto. Toronto, ce soir, oui. Ce soir. Et là, la série va être bien meilleure. Oui. Regardez ça à partir de demain. Le niveau va augmenter. Mercredi, là. Donc, on aura l'occasion d'en reparler mardi prochain. Oui, parce que d'ici là, vous allez faire un bien meilleur balado. Ça va être plus sérieux. Ouais. C'est pas meilleur. Plus sérieux. Non, meilleur. Non, mais c'est quand même amusant. Alexandre Gascon, tu es le journaliste affecté aux affaires de la LNH. Merci infiniment, Il n'y a pas de justice en ce monde. Et allez passer à la boutique de Radio-Canada pour vous procurer votre T-shirt. Pas de justice pour justice? Pas de justice. On n'a pas ça. On avait ça une boutique avant. Oui, avant. Après, ça a été un Renaud Bré. Puis là, il n'y a plus rien. Bon voyage, Alex. Merci. Merci, à la prochaine. Okay. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci, Martin. Toujours un plaisir, messieurs. Jacques-Alexis Bernardin réalise tellement hockey. Merci, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.